Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente, une analyse en profondeur sur un sujet qui nous concerne tous, la santé économique de la France. On entend souvent parler de crise, de difficultés, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que la France, cette grande puissance mondiale, serait en réalité un pays qui s'appauvrit? C'est une question provocatrice, je vous l'accorde, mais qui mérite d'être posée sans tabou. Loin des discours politiques et des idées reçues, je vous propose de décrypter ensemble la situation, de manière factuelle et nuancée, pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Pour cela, on va se pencher sur des indicateurs très concrets, des chiffres et des tendances qui dessinent un portrait parfois inquiétant de notre pays. L'objectif n'est pas d'être alarmiste, mais de comprendre les dynamiques à l'œuvre. Voici 5 critères qui montrent que la France est, sur certains aspects, un pays qui pourrait être considéré comme pauvre, ou du moins qui fait face à des défis économiques et sociaux majeurs. On va analyser ensemble le taux de pauvreté, le chômage, les inégalités, l'accès aux services publics et la dette de l'État. Des sujets complexes, mais essentiels pour comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous le souhaitez, car on va plonger au cœur des chiffres et des réalités sociales qui se cachent derrière les grands titres de l'actualité. L'idée est de vous donner toutes les clés pour comprendre les enjeux, loin du bruit médiatique permanent. C'est parti pour ce décryptage complet. Est-ce que la France est vraiment en difficulté? La réponse est sans doute plus complexe qu'il n'y paraît, et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Le premier critère, et sans doute le plus direct pour mesurer la santé sociale d'un pays, c'est le taux de pauvreté. En France, on considère qu'une personne est pauvre lorsqu'elle vit avec moins de 60% du revenu médian. Concrètement, selon les dernières données de l'INSEE, cela représente un seuil d'environ 1158 € par mois pour une personne seule. Et le chiffre est interpellant. Près de 9 millions de personnes vivent sous ce seuil en France, soit environ 14% de la population. C'est un chiffre qui stagne à un niveau élevé depuis plusieurs années, malgré les différents dispositifs d'aide sociale. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est de voir qui sont les visages derrière ces statistiques. On constate une augmentation de la pauvreté chez les jeunes de moins de 30 ans, mais aussi chez les familles monoparentales, où le taux de pauvreté explose et touche près d'une famille sur 3. Cela signifie que des millions d'enfants grandissent dans des conditions difficiles, ce qui a des conséquences directes sur leur parcours scolaire, leur santé et leur avenir. La précarité n'est pas qu'une question de revenus, c'est aussi un accès limité à des biens essentiels comme une alimentation saine, un logement décent ou encore des loisirs. Cette situation crée une fracture sociale profonde. D'un côté, une partie de la population qui vit confortablement et de l'autre, une part grandissante qui peine à boucler les fins de mois, qui dépend des associations caritatives comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, dont les files d'attente s'allongent chaque année. Ce taux de pauvreté élevé n'est pas une fatalité, mais il est le symptôme d'un modèle économique qui laisse de plus en plus de monde sur le bord de la route. Et c'est un indicateur qu'on ne peut absolument pas ignorer quand on évalue la richesse réelle d'un pays. Le deuxième signe majeur des difficultés françaises, c'est le chômage. Bien que les chiffres officiels aient démontré une certaine amélioration ces dernières années, la France conserve un taux de chômage structurellement plus élevé que la plupart de ses voisins européens, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Actuellement, il oscille autour de 7,5% de la population active, ce qui représente environ 2 300 000 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Mais ce chiffre ne dit pas tout, il cache une réalité bien plus complexe et souvent plus sombre. En effet, si on ajoute les personnes en activité réduite qui cherchent activement un emploi à temps plein, les catégories B et C, on arrive à plus de 5 millions de personnes. C'est ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Il faut aussi parler du chômage de longue durée, qui touche plus d'1 million de personnes. Être sans emploi pendant plus d'1 an a des conséquences dévastatrices. Perte de compétences, isolement social, problèmes de santé mentale. C'est une véritable spirale négative dont il est très difficile de sortir. Le chômage des jeunes reste aussi une préoccupation majeure, avec un taux qui frôle les 18%, créant une génération qui entre dans la vie active par la précarité. Au-delà de l'impact individuel, ce chômage de masse a un coût énorme pour la société. Il représente un manque à gagner en termes de cotisation sociale et de consommation, ce qui pèse sur les comptes publics et freine la croissance économique. C'est aussi un facteur de tension sociale et de perte de confiance dans les institutions.
Quand une part si importante de la population se sent exclue du marché du travail, cela fragilise tout le pacte social. Le chômage n'est pas qu'un chiffre, c'est une blessure profonde qui handicape l'économie et la société française dans son ensemble. Troisième critère, et il est directement lié aux deux premiers, les inégalités de revenus. La France est souvent perçue comme un pays relativement égalitaire grâce à son modèle social de redistribution. Cependant, quand on regarde les chiffres de plus près, on s'aperçoit que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres se sont creusés de manière significative au cours des dernières décennies. Selon l'Observatoire des inégalités, les 10% les plus riches de la population détiennent près de la moitié de l'ensemble du patrimoine national, tandis que les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 8%. Cette concentration de la richesse est vraiment frappante. On observe que les revenus du capital, comme les dividendes ou les plus-values boursières, ont progressé beaucoup plus vite que les revenus du travail, c'est-à-dire les salaires. Concrètement, cela signifie que la richesse profite de plus en plus à ceux qui en ont déjà, créant une forme de reproduction sociale où il devient de plus en plus difficile de s'élever par le seul mérite de son travail. L'ascenseur social, qui a longtemps été une fierté du modèle républicain français, semble aujourd'hui sérieusement en panne pour une grande partie de la population. Ces inégalités ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi géographiques. On assiste à une véritable fracture territoriale entre les grandes métropoles dynamiques où se concentrent les emplois qualifiés et les hauts salaires, et les zones rurales ou les anciennes régions industrielles qui se sentent délaissées. Cette France périphérique, comme l'a théorisé le géographe Christophe Guilluy, souffre d'un manque d'opportunités et d'un sentiment d'abandon, ce qui nourrit le ressentiment et la défiance politique. Ces inégalités criantes sont un poison lent pour la cohésion nationale et un signe que la prospérité n'est pas partagée par tous. Le quatrième indicateur qui montre des signes de faiblesse est l'accès aux services publics. La France a bâti sa force sur un modèle social fondé sur un accès universel et de qualité à des services essentiels comme la santé, l'éducation ou les transports. Or, ce pilier fondamental de notre pacte social semble aujourd'hui se fissurer sous le poids des contraintes budgétaires et des choix politiques. On le voit très clairement dans le secteur de la santé avec la crise de l'hôpital public. Manque de personnel, fermeture de lits, services d'urgence saturés. Les témoignages de soignants épuisés sont quotidiens. Cette dégradation se traduit par des difficultés d'accès aux soins pour de nombreux Français. Les déserts médicaux s'étendent et trouver un médecin traitant ou un spécialiste dans des délais raisonnables est devenu un parcours du combattant dans de nombreuses régions. Même chose pour l'éducation. Si l'école reste gratuite, les inégalités se creusent entre les établissements. Les classes surchargées, le manque de professeurs remplaçants et la vétusté de certains locaux pénalisent les élèves des milieux les plus modestes. L'accès à un logement décent est aussi un problème majeur, avec une crise du logement qui frappe de plein fouet les classes moyennes et populaires dans les grandes villes. Ce recul des services publics a un impact direct sur la qualité de vie et renforce le sentiment d'inégalité. Quand l'État ne parvient plus à assurer ses missions fondamentales de protection et d'égalité des chances, c'est la confiance des citoyens qui s'érode. On demande aux gens de payer des impôts et des cotisations, mais en retour, le service rendu est perçu comme de moins en moins efficace. Cette situation nourrit un sentiment d'injustice et l'idée que pour avoir accès à une bonne santé ou une bonne éducation, il faut désormais payer, ce qui va à l'encontre même du principe de notre République. Enfin, le cinquième et dernier critère est celui de l'endettement public. C'est un sujet qui peut paraître abstrait, mais qui est en réalité au cœur de la capacité d'un pays à investir dans son avenir. La dette publique de la France a atteint un niveau historique, dépassant les 3100 milliards d'euros, soit environ 112% de notre produit intérieur brut. Pour vous donner une idée, cela signifie que notre pays doit plus que ce qu'il ne produit en une année entière. Cette dette n'a cessé de gonfler au fil des crises successives, comme la crise financière de 2008 ou plus récemment, la crise du Covid-19. Le problème principal de cette dette n'est pas tant son montant absolu, mais le coût de son remboursement. Chaque année, l'État français doit payer des dizaines de milliards d'euros rien que pour les intérêts de la dette. En 2024, cette charge d'intérêt devrait devenir le premier poste de dépense de l'État, devant l'éducation nationale. C'est de l'argent qui ne peut pas être investi dans les hôpitaux, les écoles, la transition écologique ou la recherche. C'est une contrainte extrêmement forte qui limite nos marges de manœuvre et hypothèque l'avenir.
Cette situation nous rend également très dépendants des marchés financiers et des agences de notation. Une dégradation de la note de la France peut entraîner une hausse des taux d'intérêt, ce qui alourdirait encore plus le fardeau de la dette, créant un cercle vicieux. En accumulant une telle dette, nous faisons peser sur les générations futures le poids de nos dépenses actuelles. C'est un signe de faiblesse économique, car cela montre que nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des décennies, et que nous avons du mal à générer une croissance suffisante pour inverser la tendance. C'est un véritable défi structurel pour la soutenabilité de notre modèle. Voilà, ce sont 5 critères qui montrent que la France fait face à de vrais défis économiques. En analysant le taux de pauvreté, le chômage persistant, les inégalités croissantes, la fragilisation des services publics et le poids de la dette, on dresse un portrait qui est, il faut le dire, assez préoccupant. L'idée, encore une fois, n'était pas de sombrer dans le pessimisme, mais de regarder la réalité en face, avec des faits et des chiffres. Parler de pays pauvres est évidemment une provocation, car la France reste la 7e puissance économique mondiale, avec des atouts considérables. Ses infrastructures, ses entreprises leaders, sa créativité et son système de protection sociale qui, malgré ses failles, reste l'un des plus généreux au monde. Cependant, on ne peut pas nier les signaux d'alerte. Ces indicateurs révèlent des fractures profondes qui traversent notre société et un modèle qui semble à bout de souffle. La question qui se pose maintenant est de savoir comment nous allons relever ces défis collectivement. Quelles réformes structurelles mener? Comment recréer de la cohésion sociale et territoriale? Comment investir dans les secteurs d'avenir pour retrouver une croissance plus forte et plus durable, qui profite à tous? Ce sont des questions complexes qui appellent des débats de fond, bien au-delà des clivages politiques habituels. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage utile et vous a donné des clés de compréhension. Le but de ce format est de vous permettre de vous forger votre propre opinion, en toute connaissance de cause. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager vos propres analyses, vos inquiétudes ou vos motifs d'espoir. C'est en discutant et en débattant qu'on avance. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.